On recule pour mieux sauter, c'est votre opinion aussi? Moi là où je suis d'accord avec le gouvernement, c'est qu'on a évité le confinement pour l'instant. Pour l'instant, on a évité le confinement, donc c'est plutôt une bonne mesure. Je pense que le couvre-feu a été mis en place pour éviter un seul type de rassemblement, c'est les rassemblements privés. Parce que ce qu'on a vu globalement lors du premier couvre-feu, c'est que entre 18 et 20 heures, les gens se rassemblaient en fait avant 20 heures Oui. pour passer un moment ensemble. Et après, du coup, ils rentraient chez eux. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas dîner chez les copains, mais ils allaient prendre l'apéro. En fait, le couvre-feu avance à 18 heures, ça veut dire concrètement, on interdit les rassemblements familiaux pour laisser l'économie repartir, pour laisser les gens travailler, pour laisser les gens partir dans les commerces, mais éviter tous les rassemblements familiaux. Je pense qu'on peut envisager aussi une mesure complémentaire si par cas l'épidémie repart, c'est pour éviter le reconfinement, c'est éventuellement une sorte de confinement partiel, mais uniquement les week-ends, pour éviter les rassemblements familiaux, parce que comme vous l'avez dit, les deux types de contamination, c'est les lieux de travail et les rassemblements familiaux. On peut pas, on est obligé de laisser les gens repartir travailler parce qu'on a besoin de payer la crise, sauver l'économie, faire repartir l'économie, faire repartir l'activité. Et puis le confinement a un coût psychologique important. Donc je pense que c'est plutôt une bonne mesure, dans la mesure où il y a une liste de dérogations nécessaires pour que les gens aillent faire leurs courses, aller chercher les enfants à leur crèche. Mais ça évite, pour moi, c'est uniquement pour... C'était quand on a eu un débat sur l'interdiction des rassemblements familiaux, c'est uniquement une mesure pour interdire les rassemblements familiaux. Mais c'est vrai que ça va être une organisation, Vincent Perrault, qui va être complètement... Parce qu'il faut quand même rappeler que la décision... Complexité, jolie expression. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, William T. Les élus ont toujours demandé à être associés. Là, ils demandaient, pour certains, des décisions plus fortes. Et puis le gouvernement n'en profite pas pour les prendre, ces décisions plus fortes. C'est quand même assez incompréhensible. Moi, étonnamment, je pense que j'ai montré que j'étais plutôt contre la politique du gouvernement. Là, c'est plutôt une bonne mesure. Le confinement, et vous l'avez montré dans plusieurs documents, notamment dans le 24 heures Pujadas, que c'est le couvre-feu qui est plus efficace que le confinement en termes de ratio, efficacité et radicalité de la mesure. Je pense qu'il faut éviter à tout prix le confinement parce que le confinement provoque beaucoup de troubles sociaux, économiques, ça tue les petits commerces et puis les gens ont des difficultés chez soi notamment, etc. Je pense que c'est une bonne mesure et si effectivement ce qu'on pourrait faire éventuellement c'est que les maires soient en suggestion de mesures. Mais après, ça reste au gouvernement, c'est le gouvernement qui est responsable avec ses représentants territoriaux qui sont les préfets. Et au final, la responsabilité, je comprends le gouvernement parce que la responsabilité est portée sur eux, pas sur les élus locaux. Donc les élus locaux peuvent dire oui, nous demandons des mesures plus dures, mais ceux qui vont payer le coût politique, le coût économique, c'est le gouvernement. Donc le gouvernement est là en dernier ressort, il est élu par les Français au suffrage universel direct. Donc c'est eux qui sont responsables et c'est eux qui sont garants de l'unité nationale et de la cohérence des mesures. Avec un gouvernement, docteur, qui s'appuie quand même sur des conseils sur des blouses blanches, comme on le disait au tout début de la crise, derrière chaque décision. Enfin, c'est pas une découverte. Donc là, on est en train de courir. On a l'impression, en tout cas, qu'on est en train de courir derrière en se disant mon Dieu, ça va augmenter. Mais on le savait. C'est l'erreur du gouvernement depuis le 11 mai. En fait, dès qu'on a mis en place le déconfinement, on a été en retard partout au niveau du port du masque obligatoire, alors qu'on savait que le port du masque permettait la mise en place de gestes barrières pour limiter la propagation du virus. On a été en retard lors des vacances d'été. Oui. On se retrouve aux mêmes situations que les vacances d'été. On sait qu'il y a des personnes qui vont se rassembler dans des lieux privés, donc ça va favoriser la circulation du virus, mais on prend des mesures a posteriori qui vont être de plus en plus dures. C'est pour ça que je pense que cette mesure est pour l'instant la bonne à l'heure actuelle, dans la mesure où c'est une mesure médiane qui permet de limiter la propagation du virus, mais en même temps qui permet éventuellement d'éviter les mesures les plus difficiles. Parce que... Je peux me permettre de donner un bémol. Oui. Il a sans doute été en retard sur beaucoup de choses, le gouvernement, pas au mois de novembre. Parce que contrairement à nos voisins européens, on a intégré ce couvre-feu beaucoup plus vite que nos voisins européens et justement, on s'en sort pas si mal. Je suis d'accord avec vous sur le couvre-feu. Par contre, je pense que là où le gouvernement a fait une erreur, c'est que contrairement, il s'est précipité une seule fois, c'est lorsqu'il a mis en place le confinement. Alors qu'on a montré que le couvre-feu était le plus efficace. Je pense qu'on doit garder à terme, pour apporter de la lisibilité, le couvre-feu parce qu'il permet d'éviter au maximum la propagation du virus, tout en laissant aux gens une certaine forme de liberté en journée, d'aller travailler, etc. Mais il y a une autre donnée à intégrer peut-être. Professeur Olivier Bouchot, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes infectiologue et chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Avicenne. C'est à Bobigny. L'autre donnée à intégrer, c'est peut-être cette fameuse nouvelle souche qui fait exploser les chiffres. Est-ce que ce serait, alors faisable, tout est faisable, mais est-ce que ce serait acceptable ? Est-ce que ce serait acceptable de dire, vous les Bretons, vous avez le droit d'aller au resto. En revanche, vous les Mosellans, vous n'avez pas le droit. Je vous rappelle qu'une des passions françaises, c'est l'égalité. Et peut-être parfois l'égalitarisme. Ça me semble difficile de dire les Bretons peuvent aller, les Bretons ou les Charentais ou dans le sud-ouest on peut aller au restaurant et pas dans l'est. Là il y a un coût politique. Je ne sais pas, je suis pas sûre que le gouvernement ait envie de le risquer.
Je pense que le gouvernement, s'il met en place des mesures localisées de restriction de liberté, il doit mettre en place des mesures d'ouverture. En fait, c'est tout le sens des mesures localisées. Moi, je pense que, notamment les spectacles, on a eu des spectacles en plein air, je parle sous votre contrôle, mais il n'y a pas de contamination en plein air. Même s'il fait un peu froid, on pourrait laisser les spectacles en plein air, même si c'est compliqué avec le temps, mais ça, on pourrait les faire. Je pense que les cinémas, on peut les ouvrir avec des questions de respect de protocoles sanitaires. On avait mis en place pendant plusieurs mois des protocoles sanitaires auxquels ça n'a servi strictement à rien. Je pense que on peut tout ouvrir, les spectacles, les restaurants dans des lieux où il n'y a pas de couvre-feu. Et c'est tout le sens de faire repartir l'économie petit à petit. Mais c'est ça, parce qu'il n'y a pas qu'une question d'égalitarisme, mais aussi une question de très, très prosaïquement faire repartir l'économie. Oui, c'est surtout ça. Oui, mais surtout le problème en France, c'est que en fait, le gouvernement, qui était plutôt un gouvernement libéral à ses débuts, a fait primer depuis la crise sanitaire l'égalité sur la liberté. On l'a vu lorsqu'il a refusé notamment une mesure sur la question du confinement des personnes à risque. Oui. Il a refusé de le faire. Il a refusé aussi, pendant un moment, globalement, il a fait une gestion plutôt sociale qu'une gestion efficace et pragmatique. Je pense qu'Emmanuel Macron se trompe. Il a été élu parce qu'il était élu en opposition avec Hollande sur la question de l'efficacité et du pragmatisme plutôt que la question dogmatique socialiste. Et s'il veut se retrouver un espace, il doit retrouver son aspect de liberté et concilier liberté et égalité. Là, on fait primer l'égalité sur la liberté. Je pense que ça coûte très cher aux Français. Pas tellement là, puisque si on refait des mesures locales, on ne fait pas tellement primer l'égalité sur la liberté. Oui, mais c'est comme vous l'avez dit, Valérie Nataf, c'est qu'en même temps, on fait des mesures plus restrictives. Ouais. En fait, mais en même temps, on n'ouvre pas de l'autre côté. Alors que s'il y a des endroits où le taux de reproduction est moins élevé, on peut ouvrir. Et puis les gens se disent, ça offre une perspective aussi pour les autres départements qui sont fermés. C'est-à-dire que c'est une carotte aussi, peut-être. Ouais. Le ministre de la Santé nous dit, moi, j'attendrai mon tour, je n'ai que 40 ans, donc c'est pas mon tour pour le moment. Je vais juste reprendre les derniers arguments. La crise sanitaire, en fait, a révélé deux problèmes. Un, le déclassement de la France par rapport aux autres pays. Et deux, la folie bureaucratique. Le récit que vous étiez en train d'énoncer est ahurissant. C'est plus une procédure. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. C'est très long. C'est kafkaïen. C'est très long. Et donc, on est bloqué, comme vous l'avez dit, sur deux points. Un, sur la question de la logistique. Et deux, sur la question de la défiance. Mais là où les médecins ont raison, c'est que 40% des gens veulent se faire vacciner. Et d'autant plus, quand on regarde les détails du sondage, que 75% des plus de 65 ans veulent se faire vacciner. Donc ces gens-là sont déjà favorables. Parce qu'en fait, ce sont eux les principaux bénéficiaires de ce vaccin. Vu que ce sont le vaccin, il y a un doute sur la question de la limitation de la transmission du virus. Par contre, il y a une certitude, c'est que ça empêche les effets graves et donc ça empêche les gens de mourir. Donc les plus de 65 ans, je pense, sont volontaires à se faire vacciner. Il faut les encourager, il faut faciliter les démarches administratives pour faciliter cette vaccination et améliorer la logistique pour les faire vacciner. Ensuite, sur le deuxième point, sur Olivier Véran, je pense qu'en fait, Olivier Véran est partagé entre les critiques auxquelles on lui dirait il a profité d'une dose en premier ou il ne veut pas se faire vacciner parce qu'il y a une crise sur le vaccin. Moi, je pense que Olivier Véran ne peut pas se faire vacciner en premier parce qu'il est jeune. Par contre, dans le gouvernement, il y a des personnes qui sont à risque. Eux peuvent se porter volontaires pour se faire vacciner et on peut se poser la question sur éventuellement la première dame, vu qu'elle est qualifiée comme personne à risque. Elle pourrait se faire vacciner pour montrer l'exemple, ce qui pourrait combattre les critiques qu'on porte à Emmanuel Macron en montrant que son épouse se fasse vacciner et montre que le vaccin est sûr. Après, on pourrait aussi entendre ces critiques de oui, mais elle a eu un passe-droit, parce que c'est pas encore l'heure pour elle. Elle est qualifiée comme personne à risque. Et mais c'est pas tout à fait l'heure pour elle encore. Oui, mais en France, 67 ans, c'est pas. En France, on reste un pays qui est attaché à la figure du roi, un pays à tendance monarchique. Donc, on peut comprendre que l'épouse du président de la République se fasse vacciner en premier. Je pense qu'il n'y aura pas de problème dessus. Et de la même chose pour les personnes qualifiées à risque du gouvernement. Mais on est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'on râle en ce moment parce que ça va pas. Je pense que c'est un débat d'un autre temps. La France souffre d'un excès de socialisme. Il est quand même fou qu'on parle de revalorisation salariale alors qu'on a perdu 12% de PIB. Il n'y a jamais aucun pays qui a eu une augmentation de salaire en temps de crise. Le seul moyen d'augmenter les salaires, c'est soit la production de richesse, soit l'augmentation du temps de travail. Il n'y a aucun autre moyen. Il n'y a aucun pays désormais qui décide d'augmenter arbitrairement l'augmentation du SMIC comme ça. Ça ne décide pas comme ça, il y a des réalités économiques. Les seuls pays qui ont augmenté les salaires durablement, ce sont les États-Unis, l'Allemagne, parce qu'ils ont atteint le taux d'emploi. Le plein emploi. Pour réussir à faire partir l'économie, il faut atteindre le plein emploi et on atteint aujourd'hui la question de l'emploi est plus primordiale que la question salariale parce que les gens se battent non pas. Et en même temps, vous avez 1 million de pauvres supplémentaires, ce que dit Benjamin Hamar. Moi, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je pense que le pays souffre d'un excès de socialisme. On atteint entre 56 voire 65% de dépenses publiques. On prélève 50% d'impôts. Depuis 40 ans, on augmente les dépenses de façon constante et il y a de plus en plus de pauvres. Emmanuel Macron le formule peut-être très mal, mais il a raison. Les dépenses augmentent constamment. On a de plus en plus de pauvres et de plus en
plus de chômage. Ça ne marche pas, il faut complètement changer de système. Je pense que la crise va nous servir à montrer la limite d'un système socialiste qui ne fonctionne plus, d'un système bureaucratique qui a atteint ses limites. Je pense qu'il faut en profiter pour changer de système. Emmanuel Macron avait tenu un bon discours du 14 juillet en insistant sur la nécessité de reproduire en France, de refaire partir la productivité, le travail, et c'est là la sortie de crise. C'est pas avec des solutions keynésiennes. Non mais vous imaginez ce que propose Benjamin Amar, c'est des solutions keynésiennes des années 40. Ça ne marche pas. Gilles Berset, vous êtes d'accord avec vous en satisfaites? Alors évidemment, c'est pas assez, mais enfin, vous le saluez quand même? Non, en aucun cas, il n'y a rien à saluer. Et en réalité, quand j'entends, on entend des choses sidérantes. Quand j'entends M. Tay expliquer qu'on est dans un système socialiste, alors que vous lui répétez vous-même qu'il y a 1 million de pauvres supplémentaires, que voulez-vous que je vous dise? Et il me dit qu'on reprend des solutions keynésiennes qui ont 40 ans, alors que lui se réfère à des politiques libérales qui ont 150 ans. Quant à ce que vient de dire M. Sett, eh bien écoutez, je suis désolé, il nous l'avait déjà resservi lors de l'audit, donc je vais le répéter moi aussi. L'augmentation du SMIC en Allemagne, décrétée en 2019, elle est de 8%. On est très très au-delà de ce que lui préconise. Donc écoutez, la question qui se pose, c'est la question de la répartition de la richesse en France. Pendant que nous parlons, pendant cette crise du Covid, les dividendes continuaient à être versés massivement. Et par contre, on a 1 million de pauvres supplémentaires. Si on se refuse à se poser la question de la redistribution de la richesse, il ne faudra pas s'étonner d'ici quelques mois, la colère sociale explose à nouveau. Peut-être que cette crise, comme le disait William Tay, aura au moins le mérite de remettre tout à plat une fois qu'on en sera sorti. Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'appelait de